qu'elle se tourne, l'air surpris par l'attention du monde, ou qu'elle tienne la main d'un homme mourant du sida dans les années 1980, alors que la plupart des gens avaient de peur, il y a une idée de Diana, princesse de Galles, qui vivra à jamais dans nos cœurs. En remontant au début, vous ne trouvez pas un conte de fées. C'est une tragédie lente et silencieuse qui a commencé bien avant que les paparazzis ne poursuivent sa voiture dans un tunnel parisien. Et c'est pour ça. Aujourd'hui, découvrons pourquoi la vie de la princesse Diana fut tragique avant sa mort. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne Weird History. Laissez ensuite un commentaire et dites-nous quelles autres tragédies royales vous souhaitez découvrir. D'accord, prenez un mouchoir car celle-ci est vraiment triste. Diana Frances Spencer est née le 1er juillet 1961 à Parkhouse, sur le domaine de Sandringham, dans le Norfolk, en Angleterre. Ses parents, le vicomte Altrincham, John Spencer et Frances Shand Kite, étaient des aristocrates et ils gravitaient sans cesse dans le même cercle social très fermé que la famille royale. Mais même si cela pouvait sembler idyllique de l'extérieur, des fissures étaient déjà apparues bien avant la naissance de Diana. Lorsqu'elle avait 6 ans, le mariage de ses parents a implosé. Leur divorce en 1967 a été amer et public. Des batailles pour la garde ont eu lieu et des accusations ont fusé. Au biographe Andrew Morton, elle dira plus tard « C'était une enfance très malheureuse, à toujours voir notre mère pleurer. Papa ne nous en parlait jamais. Nous ne pouvions jamais poser de questions, tout était très instable. » Diana et ses frères et sœurs ont surtout été élevés par plusieurs nourrices. Certaines étaient peu jeunes, d'autres, selon Diana, trop jolies. Plus tard, elle soupçonnera que quelques-unes étaient plus que de simples nourrices pour son père. Que cela soit vrai ou non, importe peu. Ce qui compte, c'est qu'elle s'est sentie remplacée encore et encore. À 14 ans, elle se sentait à la dérive. Elle n'était pas particulièrement douée sur le plan scolaire, ni vraiment sûre d'elle. Elle ne croyait pas avoir de talent et se décrivait souvent comme un fardeau ou une source d'irritation, quelqu'un qui gênait les autres. Et il y avait une autre ombre qui planait sur sa naissance, la mort de son frère aîné, John, en 1960. Il n'avait vécu que 10 heures, mais ses parents désiraient désespérément un héritier mâle. Diana allait plus tard intérioriser l'idée que son arrivée, une fille, les avait déçus. Impossible de déterminer ce qui, dans cette croyance, était vrai ou inventé par une enfant pour expliquer le chagrin des adultes. Mais les enfants n'ont pas besoin de preuves. Ils n'ont besoin que d'un ressenti. Et le sentiment de Diana était qu'elle n'était pas tout à fait ce que quelqu'un voulait. En 1975, lorsque Diana avait 14 ans, tout a de nouveau changé. Son père a hérité du titre de comte Spencer, ainsi que du vaste domaine d'Althorp dans le Northamptonshire. Sur le papier, cela aurait dû sembler être une amélioration, cette grande demeure ancestrale avec des générations d'histoire. Mais pour Diana, ce n'était qu'un changement de plus. À peu près à la même époque, son père a commencé à fréquenter Reine, comtesse de Dartmouth, la femme qui allait devenir sa belle-mère. Diana et ses frères et sœurs détestaient absolument Reine. Pas juste un simple roulement d'yeux d'adolescent, mais vraiment « tu nous voles notre père et détruis notre famille ». Que ce soit juste ou non était presque sans importance. Diana avait déjà des problèmes d'abandon à cause du divorce de ses parents et maintenant une autre femme prenait une place centrale dans la vie de son père. Puis, en 1978, son père a subi une hémorragie cérébrale. Pendant un moment, cela a semblé fatal. Et pendant cette période, il paraît que Reine n'autorisait pas Diana ni ses frères et sœurs à lui rendre visite à l'hôpital, gardant tout le contrôle pour elle-même. Imaginez être adolescent, déjà en manque de confiance à cause de tout ce que cela implique. Et en plus de ça, on t'empêche de voir ton père qui est peut-être en train de mourir. Oui, ce n'est vraiment pas drôle. L'une des sœurs de Diana a finalement réussi à le voir et a dit plus tard que l'hémorragie l'avait complètement changé. Elle dira plus tard qu'il était une personne avant et qu'il était certainement une personne différente après. Maintenant, Diana se sentait non seulement distante de ses parents, mais avait aussi l'impression d'avoir perdu la version de son père qu'elle connaissait. L'école n'aidait pas. Elle a fréquenté l'école West Heath Girls dans le Kent et sur le plan scolaire, elle avait des difficultés. Elle a échoué 2 fois à ses examens O-Levels. Et dans le système britannique de l'époque, c'était en gros un tampon public qui disait « pas assez bien ». Donc à 16 ans, elle a quitté l'école pour de bon.
Elle a fait un passage dans une école de finition suisse, l'Institut Alpon-Vidnay, mais ce n'était pas vraiment pour l'éducation. Il s'agissait surtout d'étiquette et d'apprendre à entrer sans renverser son thé. Quand elle a déménagé à Londres, elle a dû apprendre à se débrouiller seule et a commencé à travailler dans des emplois normaux et peu rémunérés, comme faire le ménage ou travailler comme nourrice. Imaginez la future princesse de Galles nettoyant des tables et surveillant la sieste à un côté surréaliste. Mais à ce moment, elle n'était qu'une jeune femme cherchant sa place. Et puis, elle a rencontré le futur roi. Diana a rencontré Charles III pour la première fois en 1977, alors qu'il sortait avec sa sœur aînée. Oui, cela ressemble au début d'un feuilleton, mais c'est ce qui s'est passé. Cette sœur, Sarah, aurait déclaré qu'elle aimait Charles, mais qu'elle ne pouvait pas l'épouser parce qu'elle n'était pas amoureuse de lui. Alors, quelques années plus tard, Charles a porté son attention sur Diana. En 1980, ils se fréquentaient sérieusement, même si elle avait 19 ans et lui 31. Même sans un écart d'âge aussi important, il y avait le simple fait qu'elle était une femme timide et inexpérimentée, qui cherchait encore à se connaître alors que lui était l'héritier du trône britannique, portant des siècles d'attente. Puis, en février 1981, il a fait sa demande en mariage. Et presque du jour au lendemain, la vie de Diana a cessé de lui appartenir. Elle a quitté son emploi à la maternelle et a emménagé au palais de Buckingham. Les biographes décriront plus tard cette période comme incroyablement solitaire. Elle est passée du partage d'un appartement à Londres avec des colocataires à la vie dans l'un des bâtiments les plus célèbres du monde, entourée d'un personnel bien intentionné qui ne savait tout simplement pas quoi penser de la jeune Diana. Elle n'avait ni père ni égaux. Personne ne la comprenait vraiment. Le mariage royal en juillet 1981 a été présenté comme un conte de fées. Des centaines de millions de personnes ont regardé Diana, dans sa robe immense, devenir celle qu'on appellerait plus tard la princesse du peuple. Mais la pression a commencé immédiatement. En novembre, il a été annoncé qu'elle était enceinte. 12 semaines après le début de cette grossesse, elle s'est jetée dans un escalier. Le bébé, le prince William, allait bien. Des années plus tard, elle a admis qu'elle l'avait fait intentionnellement. C'est évidemment un sujet extrêmement difficile à aborder, car il est impossible de savoir ce qui se passait dans la tête de Diana. Nous savons cependant qu'elle dira plus tard qu'elle se sentait tellement inadéquate, et ce mot revient sans cesse avec elle. Après la naissance de William en 1982, elle a souffert de dépression postpartum. À cette époque, sa boulimie s'est aggravée. Elle l'a ensuite décrit comme un symptôme de ce qui se passait dans son mariage. J'ai souffert de boulimie plusieurs années. On s'inflige cela à soi-même parce que l'estime de soi est au plus bas et qu'on ne se sent ni digne ni précieuse. Le palais n'a pas été bâti pour la fragilité émotionnelle. Il a été construit pour l'endurance. Et Diana craquait sous cette pression. Je me sentais obligée de faire bonne figure. En public, Diana s'épanouissait. Elle était jeune, glamour, chaleureuse et différente de beaucoup de membres de la famille royale. Elle étreignait le public et semblait vraiment ravie de les voir. Peut-être qu'une partie de cela venait du fait qu'elle comprenait ce que les gens ressentaient ou d'où ils venaient. Elle était humaine d'une manière qui semblait presque étrangère, entourée d'autres membres de la royauté. De l'extérieur, tout semblait parfaitement fonctionner pour Diana. Elle était adorée par le public et la presse, avec une histoire humble qui semblait tout droit, sortie d'un conte pour enfants. En privé, pourtant, le mariage s'effondrait. Charles avait une longue histoire avec Camilla Parker Bowles, et au milieu des années 1980, cette relation avait repris. Diana, blessée et isolée, a commencé une liaison avec son instructeur d'équitation, James Hewitt. Cela aurait pu être regrettable, mais assez banal dans l'Amérique des banlieues, il ne s'agissait pas simplement d'un mariage en difficulté. C'était une véritable aubaine pour les médias, une frénésie qui n'attendait que de se déclencher. Il s'agissait de la famille royale, et ces personnes étaient des héritiers du trône et des figures publiques qui représentent quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. En 1987, les tabloïds en parlaient ouvertement. Chaque apparition était analysée, chaque expression du visage disséquée. Le récit de la princesse malheureuse a commencé à prendre forme. En 1989, Diana a affronté Camilla lors d'une fête. Diana lui a dit qu'elle savait ce qui se passait. Camilla aurait répondu que Diana avait tout ce qu'elle pouvait désirer. Mais ce n'était pas le cas pour Diana. À cette époque, Diana a secrètement enregistré des cassettes qui seraient plus tard utilisées par le biographe Andrew Morton.
Dans ses enregistrements, elle parlait ouvertement de ses tentatives de suicide, de sa boulimie et de la froideur émotionnelle de son mariage. Lorsque le livre est sorti en 1992, ce fut explosif. La monarchie ne fait pas de confession publique, mais Diana venait tout juste de faire sauter les verrous. En 1992, le Premier ministre John Major a annoncé au Parlement que Charles et Diana se séparaient. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Après le divorce, Diana avait plus de liberté, mais aussi moins de protection. Elle a commencé à fréquenter Husnat Khan, un chirurgien cardiaque. Selon de nombreux témoignages, c'était la relation la plus sérieuse qu'elle ait jamais eue, et ses amis l'ont plus tard décrit comme l'amour de sa vie. Il n'était ni royal, ni tape à l'œil. Il la traitait simplement comme une personne normale. La relation a duré environ 2 ans avant de se terminer discrètement. Diana aurait eu le cœur brisé. Elle s'était une fois de plus beaucoup investie, et une fois de plus, cela n'a pas duré. Puis est arrivé Dodi Fayed. Leur relation était intense et extrêmement publique. On débat encore pour savoir s'il s'agissait d'une véritable histoire d'amour ou si elle était en partie alimentée par la médiatisation. Mais ce qui est clair, c'est que Diana cherchait toujours quelque chose de solide. Elle avait connu la célébrité et l'adoration mondiale, mais jamais la sécurité émotionnelle. Le 31 août 1997, elle est morte dans un accident de voiture à Paris, aux côtés de Dodi Fayed. Le monde a réagi comme s'il avait perdu l'irremplaçable, car c'était vrai. Pourtant, la tragédie ne se limitait pas à l'accident. C'était la fille qui se sentait indésirable car elle n'était pas le fils attendu par ses parents. C'était l'adolescente persuadée de manquer d'intelligence. La jeune mariée se sentait inadéquate dans un palais incapable de la réconforter. C'était une femme qui luttait contre la boulimie et la dépression pendant que la planète entière jugeait son corps, son mariage et sa valeur. Au moment où elle est morte à 36 ans, le conte de fées s'était depuis longtemps effondré. L'accident a mis fin à sa vie. Mais la tristesse, la solitude, l'insécurité, ce sentiment de ne jamais être assez, étaient là depuis des décennies. Et c'est ce qui rend son histoire tragique bien avant que Paris n'entre en scène. Qu'en pensez-vous ? Étiez-vous fan de la princesse Diana ? Donnez votre avis en commentaire et découvrez d'autres vidéos de Weird History.